Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la notion de combat dans le budo. C'est un sujet qui m'est venu suite à quelques remarques sur certaines de mes vidéos et je trouvais que c'était un sujet intéressant. Voilà. Donc on va éclaircir certains points, je vais vous partager mon point de vue et je vous dis à tout de suite. Donc le combat dans le budo englobe beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensions et très souvent on est concentré exclusivement sur une seule dimension. Cette dimension-là, c'est le combat de rue, hein, comme étant la finalité, le graal ultime de la pratique. Alors c'est sûr que dans l'approche du budo, on doit avoir une efficacité en situation, potentiellement de self-défense, associée à du combat de rue. Mais maintenant, il faut voir que dans cette approche-là, il y a déjà une grande progressivité à avoir dans la manière de tendre vers une construction d'un combat de rue. Pour pouvoir combattre, il y a des mécanismes qui sont sous-jacents et intrinsèques au combat, notamment des principes relationnels, hein, les relations vis-à-vis du partenaire, notamment la gestion de distance, la capacité à lire l'intention du partenaire, à savoir anticiper, yomi, à être capable de se déplacer avec plus ou moins de légèreté, la capacité aussi à pouvoir esquiver. Donc on se retrouve dans déjà un travail colossal avant même de pouvoir tendre vers un résultat qui pourrait être par exemple le combat de rue. Cette notion de résultat est également importante puisqu'en fait on est tellement concentré sur le résultat qu'on en oublie le chemin. Le budo insiste sur la construction à travers le chemin et l'importance du chemin plus que le résultat. Le chemin, c'est avant tout cette capacité à progresser à travers nos techniques, à pouvoir développer nos principes, nos mécanismes qui vont nous permettre de mieux gérer une situation d'assaut. Prenons par exemple le karaté-do. Le karaté-do aborde le combat à travers différentes notions. Le Kyon-Ippon Kumite, on peut également avoir le Sanbon Kumite, Gohon Kumite, on va avoir des approches type Jiu Kumite, Jiu Ippon Kumite. Donc c'est déjà, vous voyez, dans les méthodes entre guillemets traditionnelles, développées de manière à ce que l'on construise les choses brique à brique, étape par étape. Donc on voit déjà ici se dessiner une notion de chemin, de pratique, de persévérance, d'investissement dans l'effort. Et ça, c'est quelque chose de très important à considérer avant même de tendre vers une vision purement résultat. Ça veut dire que tous les experts qu'on peut voir, tous les spécialistes dans différents stages, différentes vidéos, différents supports pédagogiques, en fait nous démontrent à un instant T une technique liée à un chemin, à une étape dans leur évolution. Et en théorie, le chemin évolue, donc la progression est censée également tendre petit à petit vers une adaptation, une amélioration des principes de la technique, mais qui n'est pas instantané, qui demande du temps, qui demande un savoir-faire, qui demande de l'investissement, qui demande de l'intelligence dans la manière dont on évolue. Donc tout est critiquable, tout est attaquable à un instant T. Et ce qui compte, c'est pas tant le résultat à un instant T, c'est de voir quelle est l'évolution dans le temps, quelle est la progression, quelle est la capacité à faire grandir, élever sa technique. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant. Maintenant, la question qu'on peut également se poser quand on est très orienté sur le combat de rue, c'est combien de combats de rue on va faire dans sa vie. Un combat, 2 combats, 3, peut-être aucun combat de rue. Ce qui voudrait dire que potentiellement, on pratique dans l'idée, un peu le fantasme, de se dire que l'on va devenir un guerrier ultime pour vivre notre combat de rue auquel on s'est préparé toute notre vie. Donc dit comme ça, c'est un peu ridicule, c'est-à-dire qu'on se dit, pourquoi est-ce que je vais m'entraîner si en réalité je vais jamais combattre dans la rue? C'est un petit peu décalé finalement comme façon de voir, et ça justifie pas le fait de se déplacer au dojo plusieurs fois par semaine, de transpirer, de se donner pleinement à l'entraînement pour se dire que finalement on est en train de se préparer à quelque chose d'imaginaire. Vous voyez le débat? Donc il y a forcément une autre raison. Et c'est là que le budo intervient dans sa construction et sa logique et son système holistique bien fait.
c'est qu'en réalité, il y a une forme de combat qui est beaucoup plus subtile, et une forme de combat à laquelle on pense pas nécessairement à travers les arts de combat, en tout cas qui ne viennent pas à l'esprit tout de suite, c'est le combat vis-à-vis d'agressions dites endogènes, c'est-à-dire les agressions qui émanent de nous-mêmes. Prenons par exemple les cancers, prenons les formes de dépression, le stress, certaines maladies auto-immunes aussi qui vont impacter notre métabolisme, notre psychisme. Ça, pour moi, sont des combats qui sont tout aussi importants et qui ne sont pas à mettre de côté et à fortement considérer. Notre corps, notre esprit sont des éléments avec lesquels on voyage toute notre vie, matin, midi, soir. Donc, c'est des points qu'il faut considérer au quotidien. On dit souvent au budo que l'adversaire, c'est soi-même. Mais quand on comprend ça, on comprend mieux la logique de cet adage, puisqu'en réalité, les formes de maladies, d'agression endogène, on les crée en quelque sorte un peu nous-mêmes. Alors, bien entendu, il y a des causes environnementales, il va y avoir aussi des aspects externes à considérer, l'alimentation, peut-être la pollution au niveau des fréquences, au niveau des ondes, etc. Il y a énormément de choses à considérer. Mais le budo, l'approche à travers les voies qui proposent un chemin et un accomplissement de soi à travers la dimension du do, tel que le karaté-do, le judo, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, eh bien, vont permettre de venir travailler sur nous-mêmes. Et à ce titre-là, la question qu'on peut se poser, c'est, moi, à travers mes vidéos, je vous propose des recherches, des réflexions, des pistes de travail qui ne sont pas forcément à prendre comme des vérités absolues, mais comme des éléments qui peuvent vous aider à progresser vous aussi de votre côté. Eh bien, à quoi peuvent-ils servir? Beaucoup pensent qu'on est uniquement dans une recherche d'efficacité de combat de rue. Alors, ça, j'y reviendrai. Effectivement, on a une approche qui va nous permettre d'être beaucoup plus accrue, beaucoup plus rapide dans notre façon d'agir, sous condition que ce soit bien fait avec une haute exigence, mais surtout que ces mécanismes-là, et on le voit notamment dans les arts chinois, sont des mécanismes qui sont liés au yang chen, à la santé. Et en réalité, les mécanismes liés au yang chen sont exactement les mêmes pour pouvoir développer des compétences dans une situation d'assaut. Je prends par exemple Sang, le relâchement. Le relâchement, c'est une qualité fondamentale pour développer une forme de pratique santé, type karaté santé par exemple. Mais on se rend compte que en vitesse accélérée et avec une conscience élevée accrue, eh bien, on a exactement les mêmes mécanismes mis au service dans un combat. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler ce genre de mécanisme. Alors que c'est clair que si on n'a pas la vision purement interne de ces mécanismes et qu'on est sur un petit peu comme l'iceberg, la surface, eh bien, on n'en voit pas l'intérêt. Pour voir l'intérêt des choses, il faut déjà avoir éprouvé, il faut avoir testé, il faut surtout aussi créer des passerelles. La notion de RIA est capable de passer d'un mécanisme interne à une approche externe. Et si on ne crée jamais de passerelle entre les deux mondes, interne et externe, on est vite isolé dans son travail. Externe, on va donc viser, si on n'est que dans un travail externe, sur des qualités purement athlétiques. Arrivé à 80 ans, comment vous allez faire pour continuer à vous défendre si dans votre optique vous êtes dit, la pratique pour moi, c'est nécessairement de pouvoir combattre dans la rue à 80 ans, que les qualités athlétiques, ça va devenir compliqué. D'accord? Donc votre pratique, elle va devenir obsolète. Maintenant, si je fais que de l'interne pur, je vais me retrouver dans un système où peut-être je vais m'enfermer dans une vision très introvertie dans mon travail et totalement inapplicable en situation d'assaut et de combat de rue. Donc il faut marrer, c'est ça le message. Il faut créer des unions, il faut créer des passerelles. Et je pense que la pratique doit être amenée dans cette logique-là, interne-externe, un alliage des deux. Ça va tendre vers une pratique dite équilibrée. Le dernier point, je dirais que les waza sont un petit peu comme les outils du jardinier qui va chercher à faire pousser ses plantes, ses légumes dans son potager. Le jardinier utilise des outils en karaté, le karatéka utilise des outils. Le pratiquant du budo utilise des outils. Ces outils, c'est ces techniques, c'est ces waza. C'est à travers et développé à travers différents systèmes, les katas, les kyons ou les kumités. Et en fait, ces techniques-là sont une manière d'aborder le mécanisme sous-jacent à cette technique qui va, une fois être travaillé, donc nourrir l'intérieur, un petit peu comme le jardinier nourrit ses plantes, pour pouvoir ensuite faire jaillir vers l'extérieur cette énergie, d'accord? L'énergie qui va émaner de nous, qui va nous permettre de nous sentir mieux
et de potentiellement rayonner pour pouvoir à son tour être propagé sur d'autres personnes, d'accord. Donc il y a vraiment cette dimension-là hein, de l'interne, nourrir l'intérieur et du coup faire jaillir vers l'extérieur. Trop souvent on a une approche externe qui nous amène en fait à faire le circuit à l'envers, de s'intéresser ensuite à l'interne. C'est sûr que le socle, l'enveloppe doit être en place pour que l'interne s'installe. Mais trop rester sur une surface, et le combat de rue, pour moi, c'est une surface. Ça cache en quelque sorte tout le chemin qu'il y a derrière pour pouvoir se développer et tendre vers le dos. L'accomplissement de soi, le développement personnel, la conscience accrue, plus élevée, l'évolution de notre logiciel interne vers un système 2.0. Et je terminerai par une chose, les mécanismes internes souvent sont considérés comme étant inapplicables en situation de combat. Prenez les pilotes de chasse qui travaillent de manière très précise pour pouvoir évoluer dans les airs. Ils vont donc devoir pour ça agir déjà dans un premier temps au sol, répéter leur évolution. L'exigence elle est élevée et pourtant ils arrivent très bien dans les airs à être performants. Alors ces éléments-là, c'est pas de moi, je l'avais également vu dans une autre vidéo et j'ai trouvé très intéressant cette métaphore, mais c'est exactement pareil dans le judo. En fait, l'entraînement il va vous permettre de développer vos mécanismes avec un niveau progressivement, de manière plus en plus accrue, plus en plus fin, plus en plus précis. Et c'est à ce titre-là que ces mécaniques vont pouvoir être pertinentes dans des situations, pour ceux qui recherchent le combat, dans des situations de combat. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'approche judo et combat. Donc ne pas voir qu'une facette, mais voir le prisme dans sa globalité, car le prisme recèle plein de facettes. D'accord ? Une vision trop réductrice empêche de rentrer dans le monde du judo pleinement. Et donc, entre guillemets, nous freine dans notre évolution de pratiquant, de budoka. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont à disposition, je laisse ouvert, je suis ouvert aux remarques, il n'y a pas de souci. Remarques constructives, bien entendu, si vous postez des éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.